L'eau a joué un rôle essentiel dans l'élaboration des paysages, dans l'installation de l'habitat auprès des sources et des puits. Mais de tout cela, il ne reste plus que des éléments auxquels on ne prête plus vraiment d'attention, y compris dans le centre-bourg. L'alimentation en eau, grâce au château d'eau, a permis à la commune d'entrer dans une phase d'urbanisation qui masque les traces des anciens usages de l'eau, lesquels appartiennent cependant au patrimoine de la commune. Le territoire de Tresse est traversé par tout un chevelu de ruisseaux que localement on appelle Rouille. La commune de Tresse englobe à l'intérieur de ses limites le Desclos et l'ensemble des affluents qui l'alimentent, à savoir, sur la rive droite, la Rouille Pétrus-Bourbon, la Rouille Pétrus-La Roche, la Rouille Lacano et le Moulinat, ainsi que le Fontaudin sur la rive gauche. Le Desclos file ensuite vers Carbon-Blanc pour rejoindre le Gard. Dans le secteur de Mélac, la commune de Tresse intègre aussi l'Espiau, qui rejoint plus directement la Garonne. Le tracé des cours d'eau sur les anciennes cartes souligne la méconnaissance des parcours. Il en est ainsi pour la carte de Cassini du XVIIIe siècle. En reportant ces tracés du XVIIIe sur un plan récent, on observe que le tracé du Desclos commence au pont de Queyron. De même, le Moulinat est pris en compte dans les bois de Sénaillac. Enfin, toujours selon la carte de Cassini, seule une partie de l'Espiau, qui détermine aussi la limite communale avec Bouliac, est mentionnée. Le plan cadastral de 1824 est bien plus précis. Son report sur un plan récent permet de faire quelques observations. En ce qui concerne le Desclos, la Rouille Pétrus-Bourbon, la Rouille Pétrus-La Roche, les parties amont de ces cours d'eau ne sont pas mentionnées, ce qui met en évidence la difficulté de repérer les sources et le tracé. La Rouille Lacano et le Moulinat ne sont pas indiqués. Le tracé du Fontaudin est parfait. En ce qui concerne l'Espiau, un de ses affluents, le Bory, est tracé. Le plateau de l'Entre-deux-Mers a été façonné par le travail des cours d'eau qui ont créé un paysage vallonné en fonction de la plus ou moins grande résistance du calcaire à astérie. Pour mesurer ce travail de sape des cours d'eau, il suffit de mettre en évidence la zone correspondant à la courbe de niveau de 80 mètres. Cette zone à 80 mètres et plus, fortement découpée par les ruisseaux, s'étend approximativement de la route de Libourne à la route de Branne. Au sud de la route de Branne, ces hauteurs prennent de l'amplitude dans le sens est-ouest. En avant de ce plateau, culminant à 80 mètres et plus, des buttes demeurent, là où le calcaire a été plus résistant. Sur l'une d'elles a été construit le château d'eau. À partir de cette ligne de hauteur, les altitudes diminuent progressivement. Une cinquantaine de mètres dans la vallée du Desclos près du pont de Queyron, à peine 40 mètres sur la commune d'Artigues plus en aval. En positionnant la vue de la commune selon une orientation est-ouest, on apprécie mieux la convergence des eaux vers Artigues à partir du plateau culminant à 80 mètres. L'avenue de Sénaillac, entre le poteau d'Ivrac et Tresse, offre le meilleur endroit pour observer le travail érosif ancien des rouilles dans le calcaire et la formation de ce paysage vallonné.
L'ampleur du creusement, réalisé par la rouille Lacano et le Moulinat, est sans commune mesure avec le filet d'eau qui coule actuellement dans le fond de ces deux ruisseaux. Si les cours d'eau ont créé ce paysage vallonné, l'eau est en définitive rarement visible, souvent masquée par le couvert végétal, voire enfouie dans la traversée du centre-bourg. Le Desclos débute dans cet espace boisé à la limite de Fargues, mais rien d'autre qu'une sorte de fossé ne permet de le discerner dans la prairie. Cette partie amont de son parcours va être complètement bouleversée par la réalisation prochaine de la déviation de Fargues. Au droit du carrefour entre le chemin de Jolibois et la route de Branne, le Desclos stagne dans le fossé qui borde la route départementale. Entre Jolibois et la Séguigny, le Desclos serpente dans des propriétés privées et sous les frondaisons, totalement invisibles. Le pont sur l'avenue du Desclos, non loin du rond-point Salvador, permet de le retrouver avant son entrée dans le domaine de la Séguigny. En période peu humide, c'est un mince filet d'eau masqué par la végétation. Sur le flanc gauche du Desclos, une source alimente une mare plus ou moins étoffée en fonction des précipitations. Ce point d'eau est rarement visible, enfoui sous la végétation qui envahit ce terrain. En cas de trop-plein, les débordements rejoignent la rouille. Dans le parc communal de la Séguigny, le Desclos serpente sous le couvert végétal. Il passe sous le pont, qui porte l'allée privée qui conduisait auparavant du château de la Séguigny à la route de Branne. La création d'un plan d'eau sur la propriété privée du domaine de Lémy permet de l'identifier plus aisément avant qu'il ne reprenne sa route sous les frondaisons. Seul affluent de la rive gauche, le Fontaudin demeure invisible quand il coupe le chemin de Bégueil. Le Fontaudin sert ensuite de limite entre Tresse et Artigues avant de circuler seulement sur cette dernière commune. Quand la rouille Pétrus-Bourbon coupe le chemin du Pitouret, ce n'est qu'une rigole d'eau qui court à l'abri d'un couvert arboré vers le domaine de l'Isène. Sur sa rive droite, la rouille Pétrus-Bourbon reçoit les eaux en provenance du plateau de Pétrus, là où se trouve aujourd'hui le complexe sportif. Les deux branches réunies passent sous le chemin qui va de Pétrus à Jolibois. Massif, le pont est capable de résister aux crues de la rouille et au poids des charrettes. Dans la traversée du domaine de l'Isène, deux plans d'eau artificiels stockent les apports de la rouille
ainsi que les eaux de ruissellement des deux versants de la vallée. La rouille Pétrus-Bourbon continue sa route vers le Desclos, à travers des propriétés privées. Son parcours étant bordé d'arbres. La circulation de l'eau est quasiment invisible de part et d'autre de la route du Moulin et dans le passage sous l'avenue du Desclos. La jonction avec ce dernier, au XIXe siècle, n'était pas fixée. Aujourd'hui, son parcours est canalisé à la suite des travaux sur l'avenue du Desclos. Cette partie de la vallée qui sert de confluence entre le Desclos et la rouille Pétrus-Bourbon reste en prairie. Un bassin d'étalement devrait y être construit. Seule la rangée d'arbres permet de suivre le Desclos, qui passe ensuite derrière des habitations avant d'être surplombé par le pont de la route de Mélac. Le Desclos est toujours aussi peu visible, protégé par la végétation, mais également encadré par des lotissements, jusqu'au moment où il reçoit les eaux de la rouille Pétrus-La Roche. La rouille Pétrus-La Roche, qui traverse le centre-bourg, est également alimentée par un petit affluent sur sa rive droite. La rouille Pétrus-La Roche prend sa source non loin de l'ancien chemin qui reliait la route de Pétrus à celui de l'ancienne cure. Sur les hauteurs du domaine de La Roche, il y a quelques sources qui constituent le point de départ de la rouille Pétrus-La Roche. Dans cette partie amont, ce n'est qu'un vulgaire fossé complètement asséché en cet automne 2017. Un peu plus loin, la rouille Pétrus-La Roche est parfois alimentée par les excédents d'eau d'une mare alimentée par une source se trouvant au flanc de la route de Pétrus. Cette mare servait d'abreuvoir au bétail pâturant sur les terres du domaine de Palot. Le chemin, qui va de celui de l'ancienne cure à l'entrée du domaine de Palot, passe au-dessus de la rouille Pétrus-La Roche, qui s'élance vers le centre du village. Une fois de plus, seul l'alignement d'arbustes souligne la présence d'un cours d'eau. La rouille Pétrus-La Roche coupe la route de Pétrus avant de passer au lavoir et gagner l'autre côté de la route du Moulin en direction de l'école maternelle. Lors de la construction de cet équipement, il a été décidé de buser et d'enfouir le cours d'eau sur toute la longueur du centre-bourg. L'autre bras de la rouille Pétrus-La Roche naît dans un bois au-dessus du lotissement actuel du collège. Pas de source pour une alimentation régulière, mais une capacité à concentrer les eaux en provenance des pentes qui le dominent. Arrivée au contact de l'air multisport, cette rouille est enfouie et canalisée vers le bras principal Pétrus-La Roche à hauteur des écoles. À son entrée dans les prés de Marès, l'écoulement des eaux de la rouille Pétrus-La Roche est à nouveau visible. Deux buses amènent d'une part les eaux de la rouille Pétrus-La Roche et de son affluent de droite, et celles récupérées le long de l'avenue des Trois-Lieux et de l'avenue des Écoles. Habituellement, c'est un mince filet d'eau qui est visible, mais des pluies intenses se traduisent une ou deux fois par an par des volumes d'eau impressionnants, puisqu'on est là dans la zone la plus urbanisée et imperméabilisée de la commune. Plus rarement, quand les canalisations sont saturées,
L'eau reprend son chemin naturel, emprunte l'avenue des Écoles et passe devant la mairie. Dans les prés de Marès, le parcours de la rouille Pétrus-la-Roche est souligné par des rangées d'arbres. Mais le cours d'eau reste parfaitement visible dans cette traversée proche du lotissement des hameaux de Perrin. Le long du parcours, des aménagements anciens ont été réalisés. Un probable quai pour le bétail, un pont et une succession de barrages pour permettre la création de cressonnières. Après avoir coupé l'avenue du Desclos, la rouille Pétrus-la-Roche continue encore pendant une centaine de mètres à travers le lotissement Les Pommiers, avant sa jonction avec le Desclos. Le Desclos continue vers l'aval, dans un espace totalement réaménagé à la fin des années 80, en raison de la construction d'un bassin d'étalement pour limiter les inondations plus en aval. Après avoir traversé l'avenue des Trois-Lieues, à hauteur de la sortie du lotissement Les Peupliers, le Desclos plonge dans de denses fourrés de végétation. Il entre désormais dans la commune d'Artigues, où il sera rejoint un peu plus loin par la rouille de Lacanau. La rouille Lacanau n'est pratiquement pas discernable dans le paysage. Pourtant, sur le chemin de randonnée, un panneau rappelle opportunément de modifier son itinéraire en cas d'inondation des prés. En temps normal, un faible filet d'eau s'écoule parallèlement au chemin avant de passer sous l'avenue Sénaillac. Et c'est par un fossé, à peine esquissé, que la rouille Lacanau rejoint le Desclos, au milieu des lotissements sur la commune d'Artigues. Le Moulinat est le dernier ruisseau affluent de la rive droite du Desclos, prenant naissance sur le sol tressois. Perceptible dans les prés du domaine de l'Auduc, il reçoit des apports en eau du versant situé en face sur la commune de Pompignac. Comme pour les autres rouilles, le parcours est souligné par la présence de végétation à travers des terres agricoles. Avant de franchir l'avenue de Sénaillac, le Moulinat est pratiquement invisible, sauf à pénétrer dans les fourrés. Ayant franchi la route du Poteau d'Ivrac, il entre sur la commune d'Artigues et peut être longé dans un espace forestier dédié aux loisirs. L'Espiau, ainsi que ses affluents, est doublement méconnu des habitants de Tresse, car ce cours d'eau circule sur des propriétés privées. Les pentes sont plus fortes, en raison de la proximité de la Garonne, et la végétation est partout envahissante.
Le plan cadastral de 1824 mentionnait deux fontaines. La première se situe en bordure de l'avenue du Desclos. Elle alimente un plan d'eau qui servait à l'époque de vivier. Il est aujourd'hui à l'abandon. La seconde fontaine, dite de Marguerite, est citée dans les documents du XIIIe siècle. Elle servait de limite entre les paroisses de Tresse et d'Artigues. Elle se trouve aujourd'hui dans la commune d'Artigues. Une troisième fontaine, non mentionnée sur le plan cadastral de 1824, dite de Fond de Rode, était localisée dans les bois de Sénaillac, non loin du tracé du Moulinas. En revanche, le plan cadastral de 1824 mentionne un lavoir en bordure du Moulinas sur la propriété du château Bel-Air. Il devait être utilisé aussi bien par les habitants de Tresse que du Poteau d'Ivrac. Inaccessible actuellement, il se présente sous la forme d'une pièce d'eau en voie d'eutrophisation. Proche du centre-bourg, sur le domaine de Palot, se trouvait une source alimentant un plan d'eau qui servait au XIXe siècle de vivier. Le tout étant traversé par la rouille Pétrus-la-Roche. L'eau était si abondante que les agriculteurs locaux venaient s'approvisionner jusque dans les années 1950 afin d'arroser les champs ou alimenter en eau le bétail. Le lavoir construit à l'angle du croisement était le plus fréquenté de la commune. Lucien de Lugat a souhaité restituer ce moment de la vie locale grâce à une ancienne lavandière. Il convient de rappeler que le lavoir était utilisé surtout pour le rinçage grâce aux cours d'eau en mouvement, ici celle de la Rouille et de la Source. Détruit au milieu des années 1980, le lavoir est partiellement reconstruit par la commune. Une murette délimite le bassin où s'installaient les lavandières, protégées du vent du nord par un mur aveugle. À proximité de la fontaine, au croisement de l'ancien chemin de Casalis avec l'actuelle avenue du Desclos, se trouvait un petit lavoir communal. Lors du redressement de ce chemin vers 1865, à la suite d'échanges de terrain avec le propriétaire, la commune acquit 130 mètres carrés pour réaliser un plus grand lavoir. Il fut construit en pierre avec une charpente traditionnelle et a fonctionné jusque dans les années 1950. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines, envahies par la végétation et un plan d'eau, toujours alimenté, même en période de sécheresse. La commune a prévu de conduire une opération de réhabilitation dans cette zone
récemment urbanisée. Sur le domaine de Biré, non loin du pont de Queyron, à proximité des anciennes écuries, près d'un puits et d'une petite mare, il y a un lavoir. L'ensemble est aujourd'hui à l'abandon, envahi par la végétation, notamment les prêles, plantes caractéristiques des milieux humides. On distingue à peine les murets qui délimitent le lavoir, et encore plus difficilement la pierre à laver recouverte de lierre. Il y avait à Mélac, en bordure du chemin de Bégueil, et sur le tracé du Fontaudin, une source et un trou d'eau. Les habitants de Mélac ont demandé à la commune, à la fin du XIXe siècle, de construire un lavoir. Une opération de bornage du futur lavoir fut réalisée sous le contrôle du juge de paix. Toutefois, faute de ressources financières suffisantes, les édiles ne commencèrent jamais les travaux, et le lavoir de Mélac n'a jamais vu le jour. Plus indispensable encore, l'alimentation en eau assurée par des puits, qui pouvaient être collectifs comme au Maine et à Guignan, ou plus souvent encore individuels. Le plus simple appareil d'un puits est la poulie accrochée à une potence au centre du puits. Il suffit de tirer sur la corde pour faire remonter le seau chargé d'eau. C'est le système le plus fréquent à tresse. Dans de plus rares cas, un cylindre de bois d'une longueur égale au diamètre du puits, placé horizontalement à la hauteur des épaules de celui qui tire l'eau, s'appuie sur la partie supérieure du puits. Les archives municipales font état de 2 puits financés par la commune. Celui du presbytère en 1852 et celui des écoles en 1899. Ce dernier est bien plus coûteux car il est doté d'une pompe. Les puits ont été abandonnés progressivement au fur et à mesure de l'installation du réseau d'eau potable. Certains puits ont continué d'être utilisés pour arroser les plantes et les légumes du jardin. D'autres se sont reconvertis pour agrémenter les jardins. Dans les grandes propriétés, on pouvait utiliser la force animale comme ici à Marès. Un ingénieux système était entraîné par un âne. Au début du XXe siècle, l'électrification de la commune de Tresse
a permis de stocker l'eau dans des citernes en hauteur grâce à l'utilisation de pompes. Il en a été ainsi dans la propriété Lémy, mais également à Lisène. Plus étonnant, la technique du bélier hydraulique qui a permis au château Sénaillac, propriété de la famille Margnat, de stocker l'eau pompée dans le Desclos afin de disposer d'une réserve d'eau et même de créer un plan d'eau artificiel dans les jardins, comme en atteste cette carte postale. Au milieu des années 60, comme dans bien d'autres communes de Gironde, Tresse ne dispose toujours pas d'adduction d'eau. Ce n'est qu'en 1968 que débute le forage capable d'alimenter le château d'eau de Bellevue, mis en construction à la même date. Par tranches successives, toute la commune est progressivement branchée sur le réseau d'eau potable. Dans le bulletin municipal de 1978, la commune alertait les propriétaires de puits sur une contamination probable de la nappe phréatique. À compter de cet équipement, l'ère des lotissements peut commencer. Au centre-bourg, il s'agit du lotissement des hameaux de Perrin, qui comportait 3 tranches, et c'est aussi à Mélac que l'on assiste à une intensification des constructions.